Ça, ce sera toujours mon message, c'est qu'on peut guérir de l'anxiété parce que c'est ce que j'ai vécu. Et moi, j'ai toujours eu ça en tête et je pense que c'est ce qui m'a toujours poussée quand j'avais énormément d'asthme, quand j'avais énormément d'eczéma, quand j'avais des hormones dans tous les sens, quand j'avais de l'anxiété qui me paralysait pendant des journées entières. Je me disais toujours, il y a des personnes qui ont guéri de l'eczéma, parce que je me nourrissais beaucoup de ces histoires-là. Je me nourrissais beaucoup d'histoires de guérison. Ça, je sais pas trop expliquer pourquoi. Il y a une part de moi, je pense, qui a toujours cru dans le sens qui croyait qu'il y avait cette foi qu'on pouvait guérir, et je me suis toujours dit, si cette personne, elle peut guérir, elle a un corps humain, moi aussi j'ai un corps d'humaine, donc c'est sûr que c'est possible. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de Pas de soucis. Cet épisode est un enregistrement d'un live que j'ai fait en juillet sur Instagram. Pendant ce live, j'ai répondu à des questions comme comment savoir si nos choix sont les bons pour nous quand le système nerveux est dérégulé, est-ce que c'est vraiment possible de se libérer pour de bon de l'anxiété, j'ai l'impression qu'avec le temps j'ai plus facilement des traumas, est-ce que c'est possible, on a parlé aussi de honte, de figement, de pourquoi revenir à ces sensations c'est important. Je te laisse écouter ce live qui était vraiment hyper riche, peut-être que tu auras besoin de l'écouter plusieurs fois pour intégrer toutes les informations. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue, je vais commencer avec vos questions, on va rester une petite heure ensemble, je dis toujours ça, mais je pense que ça va être plus. Alors, il y avait des grandes catégories qui se dégageaient de vos questions. Il y a eu quelques questions sur la honte. Il y a eu des questions sur pourquoi c'est important d'être dans les sensations. Il y a eu des questions sur le figement. Des questions sur comment prendre et garder des bonnes habitudes. Et ça, c'est en lien avec le figement. On va le voir. Il y a eu des questions sur l'attachement. Des questions sur la guérison en elle-même. Comment est-ce qu'on sait qu'on guérit ? Donc je vais y répondre. Des questions sur le sommeil aussi, sur la fatigue, le sommeil. Des questions aussi sur que faire concrètement pour réguler son système nerveux. Et il y a eu plein de questions aussi sur d'autres pratiques. Alors je sais pas si j'y arriverai à ces questions-là, voilà, sur les TCC, l'ICV, la somatic experiencing. Si j'y arrive, je pourrais parler des modalités que moi je connais. Pour le reste... je ne vais pas nécessairement m'exprimer dessus parce que c'est pas des pratiques que je connais assez bien en tout cas pour pouvoir les décrire. Et il y avait tout un autre pan de questions sur vraiment la santé physique et le lien entre la dérégulation du système nerveux et la santé physique. Si jamais j'arrive pas au bout et qu'on n'arrive pas à ces questions, j'ai un épisode de podcast dans la série que j'avais faite sur la biologie du trauma. Il y a un épisode du podcast sur justement pourquoi la dérégulation du système nerveux et l'inflammation chronique qui va avec, c'est le terreau d'énormément de maux, et donc de maux et de maladies chroniques. Alors, première question, je vais commencer avec les questions qui étaient un petit peu hors catégorie, et puis comme ça, je vais pouvoir aller dans les grands thèmes. Alors, première question, est-ce qu'il est raisonnable de demander à notre tête de contrôler notre système nerveux ? J'ai beaucoup aimé cette question. Je crois que la personne qui l'a posée, elle sait déjà que je vais répondre non. Est-ce que c'est raisonnable ? Non. C'est même pas que c'est pas raisonnable, c'est que ça a pas de sens, en fait. C'est-à-dire que si je dis je veux demander à ma tête de contrôler mon système nerveux, c'est vraiment toute cette question de est-ce qu'on peut se raisonner ? Est-ce qu'on peut... Je sais que j'ai ces sensations dans le corps, je sais que j'ai des crises d'angoisse, je sais que je fais des crises de panique, et je sais très bien que je peux pas raisonner ça. Vous avez sûrement déjà essayé, en prise, en proie à l'anxiété, c'est pas possible de se raisonner. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce modèle de triune brain, le cerveau triunique, on dit je crois en français, avec ces trois parties, le néocortex, le système limbique et le cerveau reptilien. On peut pas aller résoudre finalement ou travailler sur quelque chose qui est fondamentalement, qui prend racine dans le cerveau reptilien, ici en fait, avec le néocortex. Et si je demande à ma tête de, comment est-ce qu'elle disait, la question de contrôler mon système nerveux, ça va pas marcher, c'est tout simplement pas les mêmes parties du cerveau.
L'hypothalamus et l'amygdale, qui sont responsables de la réponse de fuite et de combat, ils sont dans le système limbique. Et tout ce qui arrive du système nerveux, ça passe là, j'ai ma main derrière là parce que ça passe par le tronc cérébral. Okay, donc c'est vraiment, vraiment le cerveau sous-cortical. Et si on parle de se raisonner, on voudrait utiliser le cerveau subcortical, donc beaucoup plus élevé, beaucoup plus fin, pour raisonner quelque chose qui est animal en fait, vraiment de l'ordre de « je suis en danger ». Parce que c'est ça que ça dit, l'anxiété et cette énergie sympathique qui vient avec cette dérégulation du système nerveux. Ce que ça vient dire, c'est j'arrive plus à avoir accès à cet état ventral de sécurité, de connexion. Et ça, on peut absolument pas le raisonner. Alors, ma réponse, elle est non, mais elle est quand même nuancée. Ça veut dire qu'on veut vraiment les deux approches. Je veux le bottom-up et le top-down. Donc le bottom-up, c'est travailler avec le corps pour renvoyer des messages qui soient plus des signaux de sécurité, mais qui soient plus des signaux de danger, mais qui soient des signaux de sécurité à mon cerveau, à ma tête. Et top-down, je veux aussi utiliser ma tête pour comprendre les concepts, savoir ce qui se passe et pouvoir aller dans le corps. Parce que ce cortex préfrontal, qui est la partie la plus évoluée du cerveau, à la fois, c'est à double tranchant. Ça veut dire qu'elle peut ou faciliter le processus ou nous garder bloqués. Le cortex préfrontal, il est très fort pour supprimer, pour nous envoyer dans des stratégies d'adaptation, voilà, inventer toutes sortes de stratagèmes pour pas qu'on aille voir là où on se sent en danger, là où ça fait mal finalement. Or, si on comprend les concepts du système nerveux, là, tout ce dont je parle dans le podcast, ce dont on parle ici ce soir, quand on comprend les concepts, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller dans le corps et de pouvoir être avec ses sensations. Si je sais, ah bah tiens, je sais pas moi, j'ai des palpitations, ça peut faire vachement peur ça, d'avoir des palpitations, mais ok, si je sais que c'est l'énergie sympathique et parce que là, je viens d'être activée, ok, bah ça va être plus facile d'être avec ça, de venir vraiment sentir dans le corps et de me demander, ok, de quoi j'ai besoin, là, dans ce moment. Voilà, ça c'est un exemple avec les palpitations, ça peut être j'ai des sueurs, ça peut être j'ai des pensées qui s'affolent d'un coup, voilà. Si on sait ce qui se passe, déjà ça permet très souvent de découpler la peur de ce qui se passe. Et donc là, notre cortex préfrontal, il collabore en fait, parce qu'on lui a donné les concepts. Et rien que, peut-être que vous le ressentez ça si vous écoutez le podcast, votre corps il réagit. Il y a des personnes qui me disent « Ah, cet épisode j'ai pas pu l'écouter ou j'ai dû arrêter au bout de 10 minutes parce que j'étais trop activée dans le corps. » Donc rien que des choses qui arrivent au cortex, parce que c'est notre cortex qui processe les informations, les connaissances, les concepts, ça agit dans le corps. Donc, c'est pas tout à fait... Mon nom, il est quand même nuancé. Ça veut dire qu'on peut pas contrôler notre système nerveux avec notre tête. Il s'appelle pas système nerveux autonome pour rien. Il est autonome. Et tout ce dont il est responsable, ça veut dire les réponses de survie, tous les processus physiologiques du corps et l'engagement social, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, vraiment, à part la respiration, qu'on peut maîtriser. Donc non, on peut pas contrôler. Par contre, on peut les faire collaborer. Et si on veut venir réguler notre système nerveux, moi je suis convaincue, et c'est pour ça que dans mon programme, il y a beaucoup de concepts et beaucoup d'enseignements et beaucoup d'éducation. Je suis convaincue que c'est beaucoup plus facile si notre cortex y collabore et qu'on sait ce qui se passe et qu'on a les concepts. Une autre question, c'était comment savoir si nos choix sont les bons ou sont les bons pour nous? C'était ça la question. Comment savoir si nos choix sont les bons pour nous quand le système nerveux est dérégulé? C'est difficile. C'est difficile pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, juste pour revenir là-dessus, la dérégulation du système nerveux? Fondamentalement, c'est quoi? C'est, si je reprends l'échelle polyvagale avec les 3 états du système nerveux, selon la théorie polyvagale de Stephen Porges, la dérégulation, c'est vraiment un système nerveux qui trouve plus l'accès à cet état ventral. L'état ventral, c'est l'état où on se sent en sécurité, où il y a de la résilience, où on a de l'énergie mais pas trop. Voilà, ça veut dire que j'ai de l'énergie dans la journée, je peux dormir le soir, je peux être en connexion avec les autres, je me sens safe, ok, de façon générale. Quand il y a dérégulation, j'ai plus
accès à cet état-là et j'oscille finalement entre l'état sympathique et l'état dorsal, donc on pourrait dire aussi entre l'hyperactivation et l'hypoactivation. Donc concrètement, c'est quoi? J'oscille entre des états où je me sens peut-être très excitée, stress chronique, go go go, je m'arrête pas, on y va, je suis sur le pont, et des moments où voilà, il y a cette léthargie, je me sens vraiment super épuisée, voire un peu déprimée, c'est l'hypoactivation, il peut y avoir ce brouillard cérébral, vraiment cette grande fatigue, et donc souvent on va avoir tendance à passer plus de temps dans un état, ou plus ou moins de temps dans l'un des deux états, mais on n'a plus accès, il n'y a plus cette régulation de la branche ventrale du nerf vague, de la branche du versant ventral, du parasympathique, ok? L'état, on dit toujours le sympathique et le parasympathique, mais ce qu'on veut dans le parasympathique, c'est le ventral, ok? Quand on est régulé. Les 3 états sont importants, d'accord? Mais on voudrait toujours, le ventral, c'est vraiment comme un bouillon, d'accord? On voudrait que tout soit infusé, ou une tisane, ok, là j'ai une tisane, vous imaginez, le ventral, c'est le sachet de thé, ok? On voudrait que tout soit infusé de ventral. Même quand je suis en sympathique, je veux un peu de ventral. Même quand je suis en dorsal, je veux un peu de ventral. Et quand il y a des régulations, il n'y a plus ça. Et donc, là où je veux en venir, pourquoi je rappelle c'est quoi la dérégulation, pourquoi c'est difficile de savoir si nos choix sont les bons, parce que nos pensées, elles sont intimement... c'est même pas intimement, c'est excessivement influencées par l'état dans lequel on se trouve. Je vais prendre un exemple. Je veux lancer un projet, ok, je veux lancer mon activité. Mettons que je suis entrepreneur, je veux lancer mon activité, ou peu importe, un projet, vous voulez construire une maison, enfin, j'en sais rien. Si je suis en ventral, je vais pouvoir me dire, ok, je veux lancer ce projet, je sais pas, je veux lancer, disons, mon activité de naturopathie, ok, je vais commencer à communiquer sur les réseaux, et je peux avoir confiance que ça va bien se passer, je sais que ça va me demander du travail, mais j'ai confiance dans le fait que je vais trouver des clients. Voilà, ça, dans l'état ventral, et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'amener à communiquer aussi, à être régulier, à faire tout ce qu'il faut pour mettre en place mon business, je vais le faire dans l'énergie et dans le calme. Si je suis en sympathique, ça va être vraiment beaucoup plus d'énergie de comment je vais faire pour trouver des clients, et donc là peut-être que je vais me mettre à poster toutes les 2 heures sur les réseaux sociaux. Voilà, mon comportement il est pas du tout le même, et mes pensées elles sont pas du tout les mêmes. Et si je suis en dorsale, ça va plutôt être quelque chose de l'ordre de « Oh my god, à quoi bon? J'y arriverai jamais, il y a déjà tellement de naturopathes. » Et donc du coup, je vais peut-être même pas du tout poster sur les réseaux parce que je me dis que ça sert à rien. L'état dorsal, c'est vraiment... La physiologie, elle est prête à mourir. Hein. C'est cet état de conservation d'énergie. C'est voilà, c'est bon, je suis prêt à mourir. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir toutes ces pensées de « À quoi bon? C'est inutile, ça n'a pas de sens, cette perte de sens. » Même situation. La situation, elle est toujours, je lance mon activité de naturopathe. Par contre, en ventral, en sympathique ou en dorsal, vous voyez que les pensées, et du coup les actions qui suivent, mais les pensées déjà juste, elles sont très différentes. Donc là, si on revenait en amont au choix qu'il y a à faire, peut-être, est-ce que je fais cette école de naturopathie ou est-ce que je lance cette activité de naturopathe? Si je suis en ventral... Si je suis en ventral, il y a plus de chances que je fasse le bon choix pour moi. On veut faire nos choix quand on est en ventral. Mais si je suis dans un état de survie et que finalement c'est ma baseline, que je suis tout le temps en train d'osciller entre le sympathique ou le dorsal, ça va être très dur pour moi de prendre une décision qui soit juste et qui soit la bonne et qui vienne d'un espace de sécurité, en tout cas. Ça va être un choix qui est en réponse à « je me sens en danger ». Donc voilà, si on veut faire les bons choix pour nous-mêmes, réguler son système nerveux, c'est une bonne idée, du coup, autrement dit. Il y a quelqu'un qui posait la question, tu parles de te libérer pour de bon de l'anxiété, est-ce vraiment possible? Ouais, l'anxiété, c'est un symptôme de dérégulation du système nerveux. L'anxiété, c'est des personnes qui vont être plus en sympathique, plus en hyperactivation, qui vont avoir une tendance plus sympathique. Les personnes qui ont une tendance plus dorsale, donc qui vont passer plus de temps en dorsale, c'est les personnes qui vont avoir tendance à être plutôt déprimées ou en fatigue chronique. L'anxiété, c'est... Enfin, vous le sentez, hein, les pensées, elles vont à 1000 à l'heure, il peut y avoir ces frissons dans le corps, même l'électricité. On peut sentir cette chaleur, on dit souvent qu'on a l'énergie beaucoup vers le haut, ou on sent une énergie qui monte, c'est vraiment de l'énergie sympathique. Donc si on régule son système nerveux, il n'y a pas de raison qu'il y ait des crises de panique, qu'il y ait de l'anxiété, enfin qu'il y ait des crises d'angoisse, qu'il y ait de l'anxiété, etc. Alors on peut être activé,
Et on le sera toujours, des facteurs de stress, il y en aura dans nos vies. En revanche, on va rebound, on va rebondir. On va rebondir, on va y rester beaucoup moins longtemps. Donc oui, on peut. Ça, ce sera toujours mon message. Ça, ce sera toujours mon message, c'est qu'on peut guérir de l'anxiété parce que c'est ce que j'ai vécu. Et moi, j'ai toujours eu ça en tête et je pense que c'est ce qui m'a toujours poussée quand j'avais énormément d'asthme, quand j'avais énormément d'eczéma, quand j'avais des hormones dans tous les sens, quand j'avais de l'anxiété qui me paralysait pendant des journées entières. Je me disais toujours, il y a des personnes qui ont guéri de l'eczéma, parce que je me nourrissais beaucoup de ces histoires-là. Je me nourrissais beaucoup d'histoires de guérison. Ça, je sais pas trop expliquer pourquoi. Il y a une part de moi, je pense, qui a toujours cru. Cru dans le sens qui croyait, qui avait cette foi qu'on pouvait guérir. Et je me suis toujours dit, si cette personne, elle peut guérir, elle a un corps humain, moi aussi j'ai un corps d'humaine, donc c'est sûr que c'est possible. Ok ? Et je sais que quand on est en dorsale, c'est pas nécessairement facile de voir les choses comme ça. On va plutôt dire, ah bah, ouais, ça a marché pour elle, mais ça va pas marcher pour moi. Mais moi, je l'ai toujours pensé dans l'autre sens. Je me suis toujours dit, si ça a marché pour elle, ou pour lui, ça va marcher pour moi. On n'a pas les mêmes histoires personnelles, on n'a pas les mêmes tendances à aller dans certains états. Par contre, un système nerveux, c'est un système nerveux. Alexis, tu demandes, peut-on passer du ventral au dorsal sans passer par le sympathique ? Non. Alors, selon Stephen Porges, en tout cas, non. Ces 3 états, c'est vraiment une évolution. Le dorsal, c'est vraiment l'état le plus ancien. Ensuite, on a eu le sympathique. Et ensuite, on a eu... Le dorsal, c'est vraiment les reptiles. Hein. Le sympathique des mammifères, qui prennent la fuite pour sauver leur peau. Et ensuite, le ventral, qui est vraiment l'état le plus évolué et qui est spécifique aussi aux mammifères d'ailleurs, parce qu'ils se connectent entre eux. Les mammifères, on peut pas, c'est vraiment cette échelle polyvagale, donc il faut s'imaginer le ventral en haut, le sympathique au milieu, le dorsal en bas. Si on sort du ventral parce que notre système nerveux capte un danger, on va aller en sympathique. Et si le sympathique, il suffit pas, on va aller en dorsal. Et même chose, du coup, si on remonte. Si je suis en dorsal, je suis déprimée et tout, il faut que je repasse par le sympathique, que je remobilise un petit peu d'énergie pour revenir en ventral. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on va dire, il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir une grande tendance dorsale et elles vont passer par le sympathique, mais elles y restent quasiment pas. Elles y restent quelques secondes et elles passent tout de suite en dorsale. Ça va vraiment dépendre de notre histoire personnelle. Souvent, c'est un mécanisme qui est là très très tôt. Si je fais un petit crochet par l'attachement pour expliquer ça. Imaginez un bébé qui a un besoin, qui pleure. Il y a cette activation sympathique. Et il n'y a personne qui vient. À un moment donné, la physiologie, elle va envoyer cette grosse charge dorsale pour compenser cette charge sympathique, parce que sinon, juste trop d'activation, simplement le bébé il mourrait. Enfin, le cœur, il peut pas s'emballer jusqu'à ce que ce soit l'explosion. Donc la physiologie, elle est super bien faite. Il y a cette grosse charge dorsale qui arrive, et là, il y a ce figement. Ok ? Et ça, c'est les bébés qui sont super calmes, qui pleurent pas, qu'on peut poser partout. En fait, ils sont déjà shut down. Ils sont déjà en dorsale. Et donc, ça donne des physiologies qui ont tendance à aller à l'effondrement, à aller au dorsal. Donc c'est des personnes qui vont pas nécessairement aller dans le sympathique, l'agitation, l'anxiété, vont plutôt tout de suite aller dans un truc de une forme d'effondrement, de déprime ou qui vont se figer. L'ordre, si vous voulez, des réponses de survie, c'est vraiment le ventral. Si ça suffit pas, si je suis en danger, le sympathique, je me fige. Ensuite, si je vais en sympathique, tout. Activation, grosse énergie dorsale qui arrive et je me fige. Le figement, c'est vraiment le choc. Hein. Vous savez, j'ai un accident, on dit la biche sur les phares de la voiture. Vous savez, quand vous êtes la nuit et que vous conduisez et qu'il y a une biche devant vous. Et puis après,
l'étape d'après, c'est cet effondrement, collapse. Une chose que je veux dire aussi, c'est que ces réponses de survie, c'est pas si évident, parce que ces réponses de survie, elles ont été faites par la nature, conçues par la nature pour être très simples. Ça veut dire, il y a un danger, je fuis ou je combats, et après, je reviens en ventral. Chez les animaux, c'est ça. Ok, vous voyez un impala ou une gazelle, elle s'enfuit, elle s'en sort, elle revient en ventral en quelques secondes, en quelques minutes. Elle voit qu'elle a peu de chances de s'en sortir, elle se fige. Elle fait la morte, c'est le dorsal. Ok ? Si elle s'en sort, elle shake, elle tremble, et elle revient en dorsal, et revient ventral, pardon. Chez les humains, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on a les chocs, donc tout ce qui est accident, grosses maladies, les deuils, etc. On a tous les traumas de choc, et on a le stress chronique, qui sont 2 types de traumas qu'il n'y a pas vraiment dans la nature. Donc c'est pour ça que on a ce sympathique, ce figement et ce dorsal. Et ça rend les choses un petit peu plus complexes. Ok ? Mais je vais revenir sur le figement. Voilà, retenez que c'est vraiment des réponses qui ont été designées pour être simples, mais vu la complexité de l'humain et de notre société, c'est un peu plus compliqué que ça. Au sujet du dorsal, est-ce que c'est l'état qui crée les pensées noires, type suicidaire, etc. Ouais. Ouais. Le dorsal vraiment profond. Vraiment ce qu'on appelle l'effondrement. Ok, ouais. Alexa, tu dis, je vois souvent des posts parlant du freeze avec la définition du shutdown, mais c'est pas pareil. Il y a fight, flight, freeze, shutdown. Exactement. Soit la réponse de fuite ou de combat, ça c'est dans le sympathique. Si ça marche pas. Mettons, je sais pas, j'ai été prise par surprise. Une agression où je suis prise par surprise. Il y a tellement de l'état de choc que ni le combat ni la fuite est disponible. Et donc il y a une grosse énergie dorsale qui arrive pour contrer cette énergie sympathique. Et donc ça, c'est le figement. Ok ? Et le dorsal, c'est vraiment cet effondrement. C'est vraiment je fais le mort, quoi. Ce brouillard mental, je fais le mort, presque en dorsal, ça peut être, dans le dorsal profond, ça peut être même vraiment difficile de bouger. Et dans le figement aussi, on est figé, on n'arrive pas à bouger. C'est pour ça que souvent les deux, on en parle ensemble en fait. La différence, c'est que dans le shutdown c'est vraiment que de l'état dorsal. Dans le figement, il y a une grosse charge sympathique et une grosse charge dorsale en même temps. Ok ? Donc le figement, c'est vraiment la rencontre des deux. Imaginez-vous, moi j'utilise toujours la métaphore d'un gros jet d'eau, un gros jet sympathique et une grosse bouche d'égout, la dorsale dessus, qui vient l'écraser. Mais en dessous, il y a toujours le jet d'eau sympathique qui essaye de sortir. Et c'est pour ça que quand on est dans le figement, et notamment dans le figement fonctionnel, je vais en parler juste après, ça prend énormément d'énergie. C'est pour ça qu'on est épuisé. Parce qu'il y a ces 2 grosses énergies de survie dans le système. Je continue, il y avait une question, il y a une personne qui demandait est-ce qu'il est nécessaire d'identifier ces traumatismes pour ne plus les subir. Je pense que, alors, non, j'ai pas besoin de savoir tous les traumas que j'ai eus, et de toute façon c'est impossible, parce que de 0 à 3 ans, honnêtement, on est nombreux et nombreuses à pas avoir grand souvenir, donc non, il n'est pas du tout nécessaire d'identifier tous ces traumas. Il y a plein de choses aussi dont on se souvient pas, et c'est la définition même du trauma, en fait. Quand d'un coup, on est complètement inondé par les hormones du stress, qu'elles font, entre autres, c'est qu'elles désactivent le cortex préfrontal, donc tout, du coup, au niveau de la mémoire, tout est stocké dans l'amygdale, mais l'amygdale, elle stocke pas du tout de la même façon que le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il est, grâce à et le cortex préfrontal et l'hippocampe, il est capable de mettre une chronologie, il est capable de savoir que c'est dans le passé, et ça, c'est pas le cas quand c'est juste l'amygdale qui enregistre. L'amygdale, elle enregistre vraiment des fragments, ok ? C'est pour ça que, d'ailleurs, on a des flashbacks, notamment. Mais c'est pour ça aussi qu'on peut ne plus du tout s'en souvenir. Donc non, c'est pas nécessaire. Par contre, peut-être ce qui est nécessaire, c'est juste de prendre conscience qu'on a eu des traumas pour pouvoir se mettre en route. Par contre, une fois que, ok, je sais qu'il y a eu trauma, j'ai compris que les traumas, c'était pas que les gros chocs, que c'est aussi tout ce qui est trauma développemental, que c'est tous
ce qui m'a à un moment submergée et qu'il y a plein de, entre guillemets, petits traumas, mais qui sont pas petits parce qu'ils peuvent avoir un impact sur le système nerveux qui est aussi grand que ce qu'on appelle les traumas avec un grand T. À partir du moment où j'ai cette conscience-là, après je peux me mettre en route et j'ai pas du tout besoin d'identifier chaque trauma. Il y a plein de choses qui sortent quand on commence à travailler avec son système nerveux ou qu'on va ressentir et pour lequel on n'a pas nécessairement d'image, de souvenirs associés, ni même de pensées associées. Tout ce qui est préverbal, je pense notamment à tout ce qui est préverbal, donc avant qu'on ait des mots, tout ça, ça va juste être... Ça a été littéralement imprimé dans le corps et ça va juste sortir dans les sensations. Il y avait une question qui était pourquoi c'est si important de revenir dans les sensations. Est-ce que je l'ai quelque part cette question? Pourquoi est-ce que c'est si important de revenir dans les sensations? Pourquoi? Parce que les sensations, c'est le langage du système nerveux. Avant qu'on ait des mots, on a eu des sensations. Le bébé, avant qu'il ait des mots, il sent le lait de la mère qui arrive et la digestion. Donc les sensations, véritablement, c'est le langage du système nerveux, c'est l'alphabet. On parle beaucoup des émotions. Et je trouve qu'on parle trop des émotions, moi. On se concentre beaucoup sur les émotions, mais les émotions, c'est quoi? C'est des sensations qu'on interprète comme étant une émotion. Quand j'ai de la joie, je sens peut-être cette chaleur-là dans la poitrine, je sens une énergie qui monte, voilà, peut-être un petit peu comme une envie de mouvement. Enfin, c'est des sensations, en fait. C'est un paquet de sensations que j'ai identifié comme étant de la joie. Ou c'est un paquet de sensations que j'ai identifié, enfin, que mon cerveau analyse comme étant de la peur. Donc les sensations, c'est vraiment le ABC, le langage du système nerveux. C'est pour ça qu'on a besoin de connecter à ça et de commencer à écouter ça quand on travaille avec son système. Est-ce que j'ai perdu mon fil? Voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'identifier tous ces traumatismes? Non, du coup. Voilà. La réponse, elle est celle-là. Et je veux vraiment rassurer les personnes qui n'ont pas beaucoup de souvenirs. Moi, je vais vous dire, depuis que je fais ce travail-là, depuis 3 ans maintenant, mes souvenirs, ils ont énormément évolué. Même des souvenirs qui sont les mêmes, ils ont changé de couleur, de saveur. Enfin, la mémoire, c'est vraiment que de la reconsolidation, hein, de toute façon. Donc, c'est pas du tout fiable de base. Ok, donc non, il n'y a pas besoin d'identifier ni de se souvenir de tous ces traumas. Après, je vais prendre vos questions ici, mais il y a quelqu'un qui demandait, et je trouve que c'est une question très importante, donc je veux la lire. J'ai l'impression qu'avec le temps, j'ai plus facilement des traumas. Est-ce possible? Oui. C'est plus que possible, c'est très probable, et c'est sûrement ce qui est en train de se passer. Ça, c'est vraiment logique. Le système nerveux, c'est quoi? Dans ma ligne de travail en somatic experiencing, on l'explique vraiment comme ça. Peter Levine, il l'explique comme ça. Le système nerveux, c'est une barrière qui nous protège de trop de stimuli. Et donc, tous les moments, et donc là, on comprend la définition du trauma, hein, tous les moments où cette barrière, elle a été dépassée, finalement, il y a eu une brèche dans cette barrière protectrice, où j'ai été submergée, où c'était trop pour moi, où il y a eu quelque chose, voilà, c'était trop vite, trop tôt, ou trop peu aussi. Il y a trauma dans tous ces moments-là. Et donc, ce qui se passe, si, voilà, dès le début, peut-être même en préverbal ou dans l'enfance, il y a eu comme ça des traumas, il y a cette brèche dans le système nerveux. Et donc, moi, je l'imagine vraiment, vous savez, un petit peu comme peut-être un vase dans lequel il y a une brèche, ou n'importe quel objet, imaginez-vous, dans lequel il y a une brèche. Peter Levine, il utilise la rivière de l'énergie vitale, donc il y a des brèches dans la rive. Imaginez-vous un objet dans lequel il y a des brèches, il est plus fragile, en fait. Et donc, le système nerveux, depuis le début, il est plus fragile. Ensuite, on devient adulte, même adolescent, ça suffit pour déjà connaître le stress chronique. Et le stress chronique qui vient s'ajouter à ça. Le stress chronique, c'est vraiment une forme de trauma. Hein. C'est cette menace constante, latente, des deadlines, de « oh my god, si je fais pas bien, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Des broutilles, tata. Le stress chronique, tout ce qui peut nous arriver après dans la vie. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette accumulation, c'est ce qu'on appelle la charge allostatique, hein, cette accumulation de facteurs de stress. Et souvent, à un moment donné, il y a ou les événements qui font basculer la balance, finalement, du mauvais côté, et on va dans la dérégulation. Pourquoi est-ce que... Prenons un accident de voiture. Un accident de voiture dans lequel il n'y a pas de...
de mort ou de danger de mort, enfin voilà, où les deux personnes s'en sortent saines et sauves, mettons personne A et personne B, dans un même accident de voiture, elles s'en sortent saines et sauves, peut-être il y a eu un petit choc dans la nuque, un petit coup du lapin, mais rien de grave ou qui met la vie en danger. Personne A, elle rentre chez elle, le lendemain elle a oublié, elle reprend sa vie. Personne B, elle commence à avoir des insomnies, elle commence à avoir des douleurs qui se réveillent partout dans les trapèzes, des douleurs chroniques, elle commence à sentir l'anxiété monter, elle commence à faire des crises d'angoisse. Même accident. Pourquoi ? Parce que personne A, sûrement qu'elle a eu une très bonne co-régulation dès le début, elle avait peut-être moins de stress chronique dans sa vie, voilà, alors que personne B, elle n'a pas eu cette bonne co-régulation dès le début, donc elle n'avait pas ce bon câblage primaire du système nerveux. Il y avait déjà de la dérégulation de base et depuis des années et pendant longtemps, peut-être qu'elle avait beaucoup de stress dans sa vie aussi. Souvent, c'est les deux, parce que quand on n'a pas le bon câblage primaire, qu'on n'a pas eu la bonne co-régulation, on est beaucoup plus sensible au stress aussi. Et là, cet accident de voiture, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super important à comprendre. Que le trauma, il est dans le système nerveux. Il n'est absolument pas dans l'événement. Même événement, deux réactions et du coup conséquences complètement différentes. Alors, du coup, Gérald, tu nous dis, si j'ai bien compris, dorsal, c'est le frein, sympathique, c'est l'action accélérée, les deux cumulés, c'est l'épuisement. Exactement, ça veut dire que voilà, imaginez-vous une voiture. La voiture, c'est une très bonne métaphore. L'état sympathique, c'est l'accélérateur. L'état ventral, c'est le frein, mais à pied. Ça veut dire que c'est le frein vraiment doux et qui peut mesurer, vous savez, le frein avec le pied, c'est subtil. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est subtil. Je peux freiner un tout petit peu, je peux freiner doucement. Et le dorsal, c'est le frein à main. Danger, on arrête tout. Ok ? Et quand, du coup, je suis en figement, c'est comme si si c'était possible, je conduisais avec le frein à main relevé. Bon, maintenant, je sais que c'est des automatiques, mais moi, j'aime pas les voitures automatiques. Avec le frein à main relevé et que j'essaie d'accélérer. La voiture, elle va pas marcher longtemps comme ça. Et on va l'abîmer. Donc, c'est ça, le figement. On va arriver sur le figement fonctionnel. Voilà, il y avait une question sur peut-on être en flight or flight tout en restant dans sa fenêtre de tolérance ? Non, la fenêtre de tolérance, c'est vraiment cet état ventral de résilience. Donc si je suis dans la réponse de fuite ou de combat, je suis dans l'hyperactivation. Si je suis en dorsale, je suis en dessous, donc non. Le lien entre l'anxiété et le système nerveux autonome, j'en ai parlé tout à l'heure. L'anxiété, c'est un symptôme de la dérégulation du système nerveux autonome. C'est vraiment cette hippocampe et cette amygdale là qui n'arrêtent pas d'envoyer des signaux de danger. Et du coup, le système nerveux et le système immunitaire, les deux d'ailleurs, sont tout le temps en activation. Et du coup, c'est vraiment cette boucle d'activation. En fait, du corps remonte des signaux de danger et ça redescend et on est dans cette loupe. Alors, il y avait une question sur Arise et après je vais arriver au figement, à la honte. Est-ce que la formation Arise est aussi à destination des professionnels ? Alors ma réponse est oui et non. La réponse primaire c'est non. C'est pas du tout une formation certifiante, c'est vraiment une formation, enfin c'est vraiment un programme qui est destiné pour son propre travail de guérison. En revanche, de facto, les faits sont que j'ai un tiers de personnes qui sont dans le programme coach ou naturopathe ou même psy et qui font le programme, okay, et qui ensuite implémentent les connaissances du coup qu'elles ont dans le programme de leur activité. Et je trouve ça magnifique parce qu'il faut que de plus en plus de personnes connaissent le système nerveux et soient trauma informées, voire formées. Donc la réponse c'est non, c'est pas à destination des pros et ça vous apporte absolument quelque chose si vous êtes professionnel, si vous êtes dans les relations d'aide. Aussi parce que, et ça je veux juste le préciser, aussi parce que quand on fait ce travail sur nous, on peut pas s'empêcher de l'amener dans son activité, dans son travail, dans son métier, quel qu'il soit, que vous soyez enseignant, peu importe, on ne peut pas s'empêcher de l'emmener dans sa parentalité. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle grille de lecture.
C'est une nouvelle grille de lecture d'être connecté à nos sensations. C'est une nouvelle grille de lecture de savoir quelle part de nous s'active à l'intérieur. Et donc, on commence à voir ça chez les autres. Et puis, on peut vraiment l'amener voilà, avec nos enfants, avec nos clients, avec toutes les personnes avec qui on est en contact. Du coup, je vais enchaîner. Je parlais là d'une part de nous qui s'active à l'intérieur. Et j'ai une question là-dessus sur que faire lorsqu'une part de soi, une partie de soi, qui prend beaucoup de place, ne veut pas aller bien. C'est intéressant. Je sais pas si dans la façon dont la question est formulée, je décèle peut-être une autre partie de toi qui n'aime pas trop cette partie-là, qui veut pas aller bien. Et donc je voudrais lui demander de faire de la place. Quand on veut aller à la rencontre d'une part de nous, il faut vraiment qu'on y aille avec compassion parce que sinon, on va nulle part. Si la partie de nous, elle sent une autre partie qui est là et qui est agacée par elle et qui veut l'éliminer, qui veut se débarrasser d'elle, généralement, elle n'est pas très collaborative. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. Il y a une part de moi qui veut pas aller bien. Il y a une part de moi qui veut pas aller bien. C'est quoi le risque si tu vas bien ? Moi, j'irais poser cette question-là. C'est quoi le risque si tu vas bien ? Toutes les parts de nous, Richard Schwartz en IFS, l'IFS c'est Internal Family Systems, super rapidement comme background, Internal Family Systems, c'est le travail avec les parts de soi. La théorie de ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu trauma, donc quand j'ai dit, quand c'était trop pour nous, quand on a été submergé, il y a eu une fragmentation à l'intérieur de nous, une fragmentation dans la psyché, dans le corps, et il y a ces parts de nous qui ont pris des rôles extrêmes. Il y a des parts de nous qui ont été blessées, et donc il y a des parts de nous qui prennent des rôles extrêmes de protection pour protéger ces parts blessées. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment plus jamais ça. Donc ces parts de nous, elles vont nous faire tout ce qu'il faut pour que plus jamais ça, pour que plus jamais on ressente cette peur, pour que plus jamais on ressente cette honte, pour que plus jamais on ressente cette douleur, cette impuissance, ce deuil, cette rage, etc. Et ces parties de nous, ces parts protectrices, elles ont toujours une bonne intention. Et je sais que ça peut être vraiment pas facile d'entendre ça, alors juste de l'entendre, mais encore plus de l'intégrer. Moi, je le rappelle constamment quand on travaille avec les parts de nous dans Arise. Constamment, je pense que je le répète à chaque session. Les parts de nous, elles ont toutes de bonnes intentions pour nous. Ta critique intérieure, elle a de bonnes intentions pour toi. Cette partie qui veut pas aller bien, elle a de bonnes intentions. Parce que peut-être toi, tu le sais pas encore, mais elle sait exactement ce qu'elle protège. Et elle sait c'est quoi le risque, si tu vas bien. Peut-être qu'il y a des moments où ça allait bien, des moments où il y avait de la joie, et puis, boum, il y a eu un événement traumatique, ou boum, j'ai été rejetée, ou boum, si j'allais bien, il n'y a personne qui me prêtait attention. Et j'ai ressenti une grande solitude, et plus jamais je veux ressentir cette solitude. Donc à partir de maintenant, je ne vais pas aller bien. Comme ça, on s'occupera de moi. Par exemple, ok, c'est un exemple. Mais demande, c'est quoi le risque, si tu vas bien. Et puis demande à cette partie qui est agacée de faire de la place. Pourquoi est-ce qu'on ressent de la honte ? Là, justement, je parlais des parts de nous exilés, qui pouvaient porter beaucoup de douleur, beaucoup de rage, de honte. J'ai une question là-dessus, pourquoi est-ce qu'on ressent de la honte quand on a des traumas ? Il y avait une autre question aussi, que faire quand on se sent jamais à la hauteur et qu'on est en détresse quand il y a des autres autour de nous ? Je vais déjà répondre à pourquoi est-ce qu'on ressent de la honte quand il y a des traumas. Ouais, Clara, c'est ce que tu dis. Je suis tombée amoureuse et boum, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Donc il y a peut-être une part qui a imprimé que quand je me laisse aller, quand il y a de la joie, quand il y a du bon, eh ben, il y a quelque chose de mal qui va se passer. Je vous dis pas combien de personnes ont cette croyance-là. Si ça va bien, ça va aller mal. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on ressent de la honte quand on a des traumas ? Ça, c'est vraiment en lien avec ce qu'on appelle le narcissisme primaire. Donc vraiment ce concept, le narcissisme primaire, c'est quoi ?
Ça n'a rien à voir avec le narcissisme, hein, ok. C'est juste l'incapacité de l'enfant, et encore une fois, pas par mauvaise intention, juste parce qu'il n'en a pas la capacité encore psychique, psychologique, l'incapacité de l'enfant de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, mettons, maman est fatiguée, ou maman est en dépression postpartum, ou mes parents ont plein de problèmes, mes parents s'entendent pas, ou il y a des problèmes financiers, ou mes parents ils doivent avoir 3 métiers pour joindre les deux bouts, etc. L'enfant, il peut pas se dire « je suis une bonne personne dans un environnement stressant ou dans un environnement qui est pas bon pour moi ». Ça s'inverse. C'est « je suis une mauvaise personne dans un environnement bon ». Parce que ça serait beaucoup trop dangereux de réaliser qu'il est dans un mauvais environnement, parce que l'enfant, il est livré, où est-ce qu'il va aller de toute façon. Donc il y a toujours ce truc-là de... En fait, c'est ma faute. Et donc c'est pour ça qu'il y a de la honte. C'est pour ça qu'il y a de la honte. Et aussi, pourquoi souvent il y a de la honte? Alors, faut bien faire la différence entre la honte saine et la honte toxique. Ici, quand on parle de la honte. La honte... Parce que la honte, elle a une fonction comme émotion. Toutes les émotions, elles ont une fonction. La honte, elle a une fonction. La fonction de la honte, c'est de savoir ce qui est OK dans la tribu et ce qui est pas OK. Ce qui est correct et ce qui est pas correct. Mais très peu d'entre nous, on a pu, on va dire, être corrigé ou savoir ce qui était correct ou pas correct, juste avec de la honte saine. Par exemple, on nous a pas dit « je t'aime, mais là, il faut pas que tu touches à ça parce que tu vas te faire mal. » Non, tu touches pas à ça. Tu vas te faire mal. Et ensuite, donc ça, là, il y a une rupture à ce moment-là dans la relation et c'est normal. Il faut qu'il y ait cette fermeté. Il faut que l'enfant il comprenne « tu dois pas toucher à ça parce que tu vas te mettre en danger. » Il faut que ce soit hyper ferme. Et ensuite, il y a la reconnexion. Je t'aime, t'es parfait, je t'aimerai toujours, mais là, tu touches pas à ça. Et beaucoup d'entre nous, on a eu... Il y avait toujours de la honte et de la peur associée à cette fermeté, à cette colère du parent, on va dire. T'es idiot, pourquoi tu touches à ça? Je t'ai dit de pas toucher à ça. Ta sœur, elle touche pas, pourquoi toi tu touches? Et ça, c'est la honte toxique. Et ça s'imprime vraiment petit à petit. Et ça, par exemple, c'est un exemple de... Je vais pas pouvoir me souvenir d'un événement où j'ai eu de la honte toxique, c'était distillé comme ça pendant toute l'enfance. C'est pour ça qu'il y a énormément de honte, parce qu'il y a vraiment cette croyance qui s'imprime à l'intérieur, vraiment cette croyance profonde que je suis une mauvaise personne. C'est là d'où ça vient la honte. Claire, on dit que c'est jusqu'à 7-8 ans, le narcissisme primaire. Et donc, tout ce qui est avant cet âge-là, ça se cristallise comme ça. J'ai fait un dessin, je veux le montrer à maman, je suis hyper enthousiaste, mais juste, maman, elle est ultra crevée parce qu'elle revient d'une journée de travail. Bon, pas si ça se passe une fois, hein, mais si c'est à répétition, ce qui s'installe, c'est y a pas de place pour moi, ou ce qui s'installe, c'est la joie est dangereuse même. Et donc après, il y a des parts de nous qui veulent pas aller bien. Quand il y a du trauma, il y a de la honte. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec les parts de moi et avec mon anxiété, je me suis rendu compte que énormément de ce que j'appelais l'anxiété, au niveau des sensations, en fait, c'était de la honte. Amandine, tu dis c'est terrible en tant que parent de ne pas être dans la culpabilité face à ces informations. Et c'est merveilleux que tu les aies et que tu aies toute cette conscience. Quand il y a... C'est pas grave les ruptures dans la relation, les ruptures dans l'attachement. Quand il y a réparation. Vraiment. S'il y a rupture et qu'il y a réparation, c'est absolument pas grave. On peut pas être... et au contraire, un certain niveau de rupture, ça donne aussi de la résilience. Mais c'est sûr que les enfants, ils ressentent au niveau des sensations. Et ils captent tout de suite si on est en ventral ou pas. Ils captent tout de suite si on est vraiment présent ou pas.
Donc du coup, j'en ai parlé de pourquoi c'est important d'être dans les sensations. Que faire quand on se sent jamais à la hauteur et toujours en détresse autour des autres. Ça fait partie aussi d'avoir cette part qui a honte à l'intérieur de nous. Parce que si j'ai cette part qui porte tellement de honte à l'intérieur, il y a toujours ce truc de on va découvrir à quel point je suis mauvais. On va découvrir que je suis une mauvaise personne. Ça, c'est hyper dur. Ce je suis pas à la hauteur, c'est vraiment une des blessures profondes qui est pas mal décrite en psychologie transpersonnelle aussi, et en psychologie quantique, le travail de Stephen Wolinski. Et c'est vraiment une des blessures qu'adoptent nos parts exilées. Le je suis pas à la hauteur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler avec cette part-là, de nous. Peut-être ce que je t'inviterais à faire, c'est quand t'es autour de personnes... Dans la question, c'est je suis toujours en détresse autour des autres. Alors, je sais pas si c'est juste quand t'es avec une personne seule ou quand c'est en groupe. Voilà, mais voir ce qui est acceptable pour toi et voir ce que tu ressens dans le corps. Déjà, aller pour connaître un peu plus cette partie-là. Comment est-ce qu'elle se manifeste dans les sensations ? Est-ce que c'est l'estomac qui se serre ? Est-ce que j'ai une boule dans la gorge ? Qu'est-ce qui est là au niveau somatique dans les sensations ? Commencer à travailler avec cette partie-là. Prendre contact avec cette partie, peut-être aller demander de quoi elle a besoin, voir comment ça se manifeste dans le corps. Et puis vraiment commencer à sentir ta capacité. Peut-être que par exemple, une relation bilatérale juste avec une personne, c'est ok. Ok, tiens, quand je me sens en sécurité, c'est ça, les sensations. Et puis par contre, quand je me retrouve dans un groupe, déjà beaucoup plus compliqué. Ok, c'est ça, les sensations quand je me retrouve dans un groupe. Quand je me retrouve dans un groupe, comment est-ce que je peux aller vers mes ressources alors ? Explorer vos ressources. Ça, c'est la première chose qu'on fait dans Arise. Tout le travail en somatic experiencing, c'est d'aller voir nos activations, mais avec beaucoup plus de ressources qu'on en avait au moment où l'activation s'est passée. Donc c'est quoi mes ressources ? Est-ce que je peux sentir mes pieds dans le sol ? Est-ce que voilà, je m'oriente, je reviens dans l'environnement ? Qu'est-ce que j'ai comme ressources ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui permet à mon système de revenir dans cet état ventral ? Et venir utiliser ça dans ces moments-là. Alexis, comment est-ce que tu fais pour parler à une part de toi ? On pourrait en parler pendant 3 heures. Ça peut être juste, je vais te dire vraiment simplement, ça c'est ce qu'on apprend vraiment dans le programme, dans Rise, comment communiquer avec les parties de nous. Mais juste ça. Par exemple, je me sens jamais à la hauteur, c'est une partie de moi qui se sent jamais à la hauteur. Où est-ce qu'elle est dans le corps ? Puis après, je peux venir peut-être poser ma main à cet endroit-là. Et venir demander ce dont je parlais tout à l'heure. De quoi tu as besoin ? C'est quoi le risque si tu n'étais pas là ? Ça, c'est vraiment une introduction. Hein. Après, on apprend à le faire de façon très structurée, en respectant sa capacité aussi. C'est une grosse partie de Rise, ça. Et de comprendre aussi comment est-ce qu'elles interagissent entre elles, les parties de nous. C'est vraiment comme une famille intérieure. Et ça, de pouvoir voir, et ce qu'on fait, c'est qu'on cartographie notre système aussi, de pouvoir cartographier son système interne de cette façon-là. C'est exceptionnel en termes de connaissance de soi, et c'est exceptionnel parce que ça permet vraiment de prendre les choses petit bout par petit bout. Si j'ai une situation qui m'active et que je vois toutes les parties de moi qui émergent dans cette situation, ça me permet vraiment d'aller prendre les choses petit bout par petit bout. Et ça, c'est essentiel dans la régulation du système nerveux et dans le travail avec le système nerveux, c'est de prendre les choses petit bout par petit bout. C'est ce fameux titrage. On veut titrer tout parce qu'on ne veut pas se submerger à nouveau. Le trauma, c'est tout ce qui était trop. Donc nous, quand on vient guérir le trauma, on veut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, on veut prendre le plus petit bout possible par le plus petit bout possible. Qu'entendez-vous par ressentir et respecter sa capacité ? Commencer à sentir quand c'est trop pour nous. Justement, c'était ma prochaine question. Parfaite transition. Il y a une personne qui a posé la question, quand pendant des années, on n'a jamais réussi à sentir quand c'était trop, à sentir le trop, est-ce que ça s'apparente à de la dissociation ? Pour éviter de surpasser ses capacités, pour éviter justement de dépasser les capacités de son système nerveux,
Est-ce que être à l'écoute et être en observation de sa physiologie et de ses sensations suffit? Alors, le fait de ne pas sentir quand c'est trop, ça, très certainement que c'est un mécanisme très ancien. Et c'est super brillant. Ça veut dire que, et quand je dis très très ancien, ça peut remonter à quand on était bébé, hein, ce dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire, j'ai un besoin, je pleure, il n'y a personne qui vient, c'est trop, je me déconnecte. Brillant système. Le bébé, s'il ressentait toute cette activation dans son système, il mourrait. C'est aussi simple que ça. Donc ça peut être très très ancien. Ok, ou ça peut être dans l'enfance aussi. Moi, par exemple, j'ai longtemps pas du tout senti ce trop. Moi, je me déconnectais, je me dissociais, et mon échappatoire, c'était les livres. Quand j'étais petite. Les livres. Jusqu'à pleurer, avoir les yeux rouges. Juste m'enfuir dans les livres. Déconnecter. Pour pas sentir, pour pas entendre. Déconnecter. Donc, système hyper brillant. Est-ce que ça suffit? La deuxième partie de la question, c'est est-ce que ça suffit d'être en observation de sa physiologie et à l'écoute de ses sensations? C'est la base. À l'écoute de sa physiologie et à l'écoute de ses sensations, c'est vraiment apprendre le langage du système nerveux, donc c'est la base, on peut rien faire sans ça. Est-ce que ça suffit? Non. Pour changer le mécanisme, parce que juste être à l'écoute de ses sensations, ok, c'est bien, mais ce qui vient après, c'est qu'est-ce qui veut se passer? Qu'est-ce qui doit se passer? Ça veut dire, ok, maintenant je ressens que c'est trop. Prenons un exemple, je vais prendre un exemple personnel. Moi, pendant hyper longtemps, je ne pouvais pas dealer avec le conflit. Le moindre petit conflit, même une situation qui aurait pu aboutir au conflit, c'était trop. Maintenant, ok, j'écoute mes sensations, peut-être que je sens que ça se serre dans mon ventre, je sens que mes épaules, elles se mettent peut-être comme ça. Je vois que dans ma physiologie, il y a un changement. Maintenant, qu'est-ce qui devrait se passer? Est-ce que, par exemple, j'ai envie de prendre la fuite et je sens que ça commence à s'agiter dans mes jambes? Et là, j'ai envie de faire quelque chose avec mes jambes. Peut-être qu'il faut que je bouge mes jambes sur place. Je sens que mon estomac, il va dans tous les sens. Peut-être que j'ai besoin d'aller poser la main là-dessus. Qu'est-ce qui a besoin de se passer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et comment est-ce que je reviens dans ma sécurité? Une fois que j'ai vu que c'était trop. Et c'est là où je fais le travail avec mes ressources. Je vais chercher mes ressources là, dans ce moment-là. Donc je reviens dans l'ici et maintenant et je vais chercher mes ressources. Donc c'est écouter ses sensations, écouter qu'est-ce qui doit se passer en termes de réponse de survie, qu'est-ce que le corps il a envie de faire dans ce moment-là. Et puis ensuite, ressourcer, aller chercher ses ressources et revenir dans l'ici et maintenant. C'est tout ça qui doit se passer pour, moi je dis sortir un ballon de la piscine, pour laisser un peu d'énergie de survie, d'énergie traumatique sortir. C'est comme ça qu'on travaille avec le système nerveux par tout petit bout. Donc écouter ses sensations et sa physiologie, première étape. Et ensuite, ressources, revenir dans l'ici et maintenant. Alors bonsoir Camille, l'activation peut-elle être aussi un trauma quand les sensations sont trop importantes? Tu parles de trauma d'enfant, mais il y a aussi des traumas d'adultes. Non, oui, bien sûr. Oui. Alors, je sais pas si je comprends bien la première partie de la question. L'activation quand il y a trop de sensations. Le trauma, c'est quand c'est trop. Ok, quand je suis submergée, et souvent c'est quand il y a un sentiment d'impuissance qui vient avec ça. Je peux pas faire face là en fait. Et bien sûr il y a les traumas d'adultes. Il y a les 3 grands types de traumas, c'est le trauma développemental, ce qu'on appelle le trauma développemental précoce, donc tout ce qui s'est passé dans l'enfance, le stress chronique qui imite une menace constante. Le stress chronique, c'est il faut que je réponde à 56 emails. J'ai l'impression que j'ai un tigre à mes trousses, mais en fait c'est juste 56 emails et c'est tout le temps là, ça. Et le trauma de choc. Donc là, tout ce qui nous arrive, une mauvaise nouvelle, un accident, une grosse opération chirurgicale, etc. Catastrophe naturelle, agression, etc. Tu parles des palpitations, des crises de panique. Ça, c'est des signes de dérégulation du système nerveux. Quand le système, il s'emballe, ouais, et que c'est trop. Et ça peut devenir un trauma dans le sens où effectivement on se sent impuissant et puis il y a la peur de la peur et il y a la peur de venir se connecter à notre corps après.
Mais ça aussi, on peut apprendre à être avec ça. Alexis, tu posais des questions sur les parts de soi. Tout le monde a le même nombre de parts. On a des centaines de parts en nous. Non, tout le monde n'a pas le même nombre de parts. C'est pas du tout aussi mathématique qu'un trauma égale une part. Il y a... Non. Il y a... Je ne vais pas rentrer trop dans le détail et expliquer tout le modèle de l'IFS parce que sinon on est là pour toute la nuit. Retenez qu'il y a des parts protectrices et il y a des parts exilées. Les parts exilées, c'est vraiment celles qui portent la souffrance. Et les parts protectrices, il y en a 2 catégories. Il y a celles qui vont s'assurer qu'on ne ressente plus jamais ça et qui vont nous protéger de la souffrance à tout prix, donc qui vont organiser notre vie pour qu'on ne ressente plus jamais ça. Et il y a celles qui, si on venait à ressentir ça, la souffrance, vont être là, c'est les pompiers, celles-là, vont être là pour anesthésier et arrêter le feu. Voilà. Et ces parts protectrices, voilà, quand on vient guérir les exilés, c'est pas pour ça que les parts protectrices, elles disparaissent, mais elles prennent d'autres rôles dans notre famille intérieure. Voilà. C'est un très beau travail avec les parts de soi. C'est un très beau travail parce qu'il lie vraiment les états du système nerveux, la psyché, le corps. Moi, c'est vraiment un travail qui est à la croisée des chemins, qui est très beau. Le figement. On parle du figement ? Comment sortir du figement et du figement fonctionnel ? Alors, je vais vous donner un peu les questions que j'ai eues sur le figement. Comment sortir du figement et du figement fonctionnel ? Est-ce possible que le sport me sorte de mon état de figement ? C'est l'impression que j'ai. Hormis l'état dorsal, pourquoi autant de gens ont du mal à passer à l'action ? Que conseillerais-tu ? Comment ancrer de bonnes habitudes dans la durée ? Vous allez comprendre pourquoi je les ai mis ensemble, les questions sur le figement et les habitudes. Des techniques pour changer sa plasticité, pour dépasser les mauvaises habitudes. Est-ce que la procrastination et l'abattement peuvent s'inscrire dans l'addiction émotionnelle ? Ça, c'était un peu... La procrastination et l'abattement, ça appartient au figement. On va en parler. Ok. Comment sortir du figement ? Qu'est-ce que c'est le figement ? Donc, on rappelle juste grosse énergie sympathique, grosse énergie dorsale, le figement. Ok, donc on a ces 2 grosses charges, finalement, à l'intérieur du système qui sont là. Parce que c'est pas parce que il y a la grosse énergie dorsale dessus que l'énergie sympathique, elle a disparu. Ok ? Et vous imaginez vraiment, encore une fois, l'énergie que ça prend de maintenir l'énergie sympathique à l'intérieur du système. Et pourquoi est-ce que notre système, il maintient l'énergie sympathique absolument à l'intérieur ? Parce que cette énergie sympathique, souvent, elle est associée au trauma, elle est associée au choc, et donc elle est associée à la peur qui va avec. Si je me suis fait agresser, il y a eu énormément de peur, énormément d'énergie sympathique, et donc, s'il n'y a plus l'énergie dorsale, je vais ressentir tout ça, je vais ressentir la peur et tout, et ça va être trop pour mon système. Et donc le système, il est hyper intelligent, il garde ça à l'intérieur, mais le prix à payer pour ça, il est hyper fort, parce que juste ça nous prend énormément d'énergie, et toute notre énergie, elle va à ça. Et je mesure mes mots quand je dis toute notre énergie, elle va à ça. Ça veut dire que tout dans notre physiologie, quand on est en figement, il y a cette grosse énergie dorsale. Et comment cette énergie dorsale, est-ce qu'elle maintient l'énergie sympathique comme ça à l'intérieur ? C'est qu'elle ralentit tout. Elle dit, allez, maintenant c'est fini. Conservation d'énergie, on ralentit tout. Donc tout est au ralenti. Le métabolisme est bas. Il y a une personne qui posait la question sur la prise de poids et l'obésité. Est-ce que ça peut être lié au système nerveux autonome ? Le métabolisme est bas, il y a moins d'oxygène, toutes les fonctions sont ralenties, les organes sont moins bien nourris. Et donc tout ça, à long terme, ça donne quoi ? Ça donne toutes les maladies chroniques qu'on connaît. Donc le figement, c'est ça. Et on s'en rend pas nécessairement compte quand on est dans le figement qu'on appelle fonctionnel. La plupart d'entre nous, on est dans ce qu'on appelle le figement fonctionnel. Pour moi, c'est la vraie épidémie du 21e siècle, c'est le figement fonctionnel. Le figement fonctionnel, c'est quoi ? C'est qu'on va fonctionner quand même parce qu'on n'a pas le choix. Life happens et on n'a pas le choix, il faut qu'on fonctionne. Mais on va fonctionner en faisant appel aux hormones du stress. Donc on va venir taper dans les hormones du stress pour pouvoir fonctionner. Et donc c'est pour ça que je vous disais la procrastination, l'abattement. La procrastination, ça a énormément à voir avec le figement fonctionnel. Dites-moi si c'est vous ça, ou vous avez besoin. Il y a 2 stratégies souvent pour ça. C'est je me fais un agenda, genre au jour près, à l'heure près, pour respecter. Et si je respecte pas, c'est la panique. Ou je repousse les choses jusqu'au dernier moment,
jusqu'à ce que j'ai plus le choix, que j'ai un rush d'adrénaline, et il y a que ça qui fait que je peux me mettre en mouvement. C'est pas parce que je suis paresseux ou c'est pas parce que je suis quelqu'un qui procrastine. C'est parce que au fond, j'ai pas l'énergie. Je suis en figement fonctionnel, conservation d'énergie, j'ai pas l'énergie. La seule façon pour que je me mette en mouvement et que je me bouge, c'est de faire appel aux hormones du stress. C'est pour ça qu'il y a une personne qui disait « Est-ce possible que le sport me sorte de mon état de figement ?» Oui, dans le moment où tu fais du sport, quand enfin tu arrives à t'y mettre, dans le moment où tu fais du sport, ça recircule. Quand on fait du sport, ça recircule. Donc, on a la sensation qu'on sort un petit peu de ça. Et pendant quelques minutes ou quelques heures, on sort effectivement de notre figement parce que ça y est, ça recircule. On a besoin des 3 énergies à l'intérieur de nous. On a besoin d'un peu d'énergie sympathique pour que ça circule correctement dans nos muscles, dans nos organes, pour qu'il y ait de la circulation dans le corps, pour qu'on soit en mouvement. On a besoin d'énormément d'énergie ventrale pour être régulé. Et on a besoin d'un petit peu de figement dans les moments de choc. Si j'ai un choc et ou que je me suis blessée par exemple, et qu'il y a une grosse douleur et qu'il y a du sang, je veux que tout mon organisme se mette au ralenti et qu'il y ait cette anesthésie, cet engourdissement pour pas que je sente. C'est hyper important. Mais c'est hyper important dans le moment. Après, je veux en sortir du figement. Et le figement fonctionnel, vous dites là, je repousse, j'étais à fond dans les deadlines. Ok, Stéphanie, tu dis taux de cortisol bas. Voilà. Bon. Et le figement fonctionnel, du coup, Stéphanie, tu me fais aller au bout du raisonnement. Tout est au ralenti. Ok ? On fait appel aux hormones du stress pour fonctionner jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et là, c'est ce qu'on appelle le fameux burn-out, que de plus en plus de personnes connaissent. Voilà, donc ça c'est le figement. Et le figement fonctionnel, il est très fonctionnel. Parce que les hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol, on a la tête claire quand il y a de l'adrénaline. Quand il y a du cortisone qui pulse dans nos veines. On est en action, on a la tête claire. Tous les CEO, les grands sportifs, les dirigeants de ce monde, ils sont tous en figement fonctionnel. Jusqu'à ce que ça marche plus. Mais en attendant, c'est hyper fonctionnel, comme son nom l'indique. Donc qu'est-ce qu'on fait si on veut en sortir et réguler son système ? Déjà, il faut savoir que si on veut en sortir, réguler son système, il y a notre grande énergie dorsale, il y a notre énergie sympathique en dessous. Donc qu'est-ce qu'on va ressentir ? Si j'arrive là et que je commence à toucher le figement, je vais ressentir de l'épuisement. Parce que je vais enfin le ressentir, là, cette énergie dorsale. Je vais ressentir ce ralentissement, cet épuisement. Il y a quelqu'un qui posait la question comment on voit la différence entre une fatigue de guérison et une fatigue d'épuisement. C'est pas facile de distinguer. Plus on fait ce travail, plus on arrive à distinguer, plus notre perception elle devient fine. Mais on va ressentir de la fatigue quand on commence à sortir de figement. Et puis après, qu'est-ce qu'on rencontre en dessous ? On rencontre le sympathique. Donc là, on peut ressentir de l'anxiété, de la peur, etc. Et là, c'est le moment où on veut vraiment avoir les outils, avoir les ressources, avoir les pratiques somatiques, avoir compris la pendulation, avoir compris le titrage, avoir les outils pour pouvoir traverser ça, revenir dans l'ici et maintenant, avoir augmenté la capacité de son système nerveux pour être présent à ça. Là, dans ces moments-là, c'est super important. C'est comme ça qu'on sort du figement et du figement fonctionnel. Donc j'ai répondu sur la question du sport, j'ai répondu pourquoi est-ce que autant de gens ont du mal à passer à l'action. Et vous voyez, on est une société en figement fonctionnel, on est une société qui bouge dans tous les sens, mais qui va pas vers ce qui est vraiment important. Commencez à regarder autour de vous, vous allez le voir partout, le figement fonctionnel. Comment ancrer de bonnes habitudes sur la durée ? Alors, sur la durée, le meilleur moyen, c'est de faire le travail pour réguler son système nerveux et pour sortir du figement fonctionnel. Respecter sa capacité. Si on veut avoir des bonnes habitudes, et ça, c'est vraiment typique du sympathique, une des caractéristiques de la pensée sympathique, c'est blanc ou noir, tout ou rien, maintenant ou jamais. Ça, c'est vraiment le sympathique. Est-ce que vous avez tendance à penser comme ça ? Là, quand je dis ça, est-ce que ça vous parle ? Moi, c'était vraiment ça tout le temps. Blanc ou noir, oui ou non. J'ai raison, il a tort. C'est très le sympathique, il n'y a pas de nuance, en fait. Il n'y a pas de place pour la nuance, parce que c'est soit je vis, soit je meurs, en fait. Donc, c'est soit je fuis, soit je combats. Enfin, dans le sympathique, il n'y a pas de nuance. Et donc, souvent, on amène ça dans nos habitudes aussi. Si on a tendance à être tout le temps en sympathique comme ça, c'est soit je le fais à fond,
allez, je fais du workout 5 fois par semaine, let's go. Et j'abandonne au bout de 3 semaines parce qu'en vrai, je suis en figement fonctionnel et que j'ai pas l'énergie. C'est pas que je suis paresseux, mais c'est que j'ai pas l'énergie fondamentalement. Donc, comment garder des bonnes habitudes dans la durée? Commencer à respecter sa capacité, à écouter. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de faire 10 minutes. Et tant pis, je vais les faire. Et maîtriser l'art de showing up, comme on dit en anglais. J'y vais. James Clear, dans son livre Atomic Habits, je crois qu'en anglais, c'est « Un rien peut tout changer », son livre. Il est traduit en français, en français. En anglais, c'est Atomic Habits, et en français, c'est « Un rien peut tout changer ». Il explique l'art de show up, donc l'art de venir faire les choses, même si on ne les fait pas complètement. Il expliquait qu'il avait un client qui a perdu des dizaines de kilos en allant à la salle de sport. Et au début, il allait à la salle de sport, il n'avait pas le droit de rester à la salle de sport plus de 2 minutes. Pourquoi ? Parce que ce qu'il voulait entraîner, c'était l'habitude d'y aller, avant déjà de faire le sport. Là, je m'éloigne un tout petit peu du système nerveux, mais c'est juste de devenir cette personne qui fait l'habitude. Je suis une personne qui fait du sport. Ça devient une identité, en fait, l'habitude. Si vous voulez atteindre vos objectifs, ça c'est peut-être un petit peu plus entrepreneurial, mais c'est vraiment ça. Je suis une personne qui fait du sport. Donc c'est pas grave si aujourd'hui je fais que 10 squats en fait. Peu importe, j'ai show up. Ça c'est beaucoup plus important. Mais ça demande d'avoir, en fait, c'est quand même lié au système nerveux parce que ça demande d'avoir du ventral, ça demande de sortir de cette façon de penser binaire qui est typique du sympathique. Ou de cette pensée dorsale qui est à quoi bon ? Et du coup, je vais rien faire. Donc ça implique d'avoir un certain niveau de régulation. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est sentir dans le corps ce que ça fait de l'avoir fait. L'intégrer au niveau somatique. Ok, j'ai intégré que j'étais quelqu'un qui fait du sport. Aujourd'hui, je suis hyper crevée. Pas grave, j'ai fait mes 10 squats. Waouh, qu'est-ce que ça fait de l'avoir fait quand même. It feels good. Et sentir ça dans le corps. Pourquoi ? Parce que si je l'intègre dans le corps, mon cerveau, il va intégrer, il va commencer à associer sport égale feel good. La prochaine fois qu'elle veut se sentir bien, je vais lui proposer de faire ça. Au lieu d'aller manger le paquet de curly ou je sais pas faire quoi. Moi, c'était manger du chocolat ou des biscuits. Fatia, tu dis comment est-ce qu'on régule son système nerveux, du coup, comment est-ce qu'on intègre ? Réguler son système nerveux, c'est l'éducation sur le système nerveux. Ça commence par là. On fait collaborer son cortex préfrontal, ce dont je parlais au début. On va se connecter aux sensations. On se connecte au corps. On sent ce que ça fait d'être dans chacun des 3 états, d'être dans sa capacité, d'être hors de sa capacité. On fait le travail avec toutes les pratiques somatiques pour augmenter petit à petit cette capacité. Et puis c'est comme ça après qu'on va pouvoir... Moi, je dis laisser les ballons sortir de la piscine, ça veut dire commencer à libérer l'énergie de survie, cette énergie traumatique qui est stockée à l'intérieur de nous. C'est un travail qui est long. C'est un travail qui est long, mais c'est un travail qui vaut le coup. Comment respecter sa capacité alors que je dois travailler, m'occuper de ma famille, etc. Ouais, on doit faire avec nos circonstances de vie. Et donc là, on doit devenir meilleur à poser nos limites, qui est un sacré morceau aussi. C'est un module complet dans Arise, ça, de poser ses limites. Et c'est là où on doit devenir créatif un petit peu. Et ça, même chose, on a besoin d'avoir un peu de ventral pour être créatif. On a besoin d'aller demander de l'aide. Ça, c'est un des signes de guérison aussi. Il y avait une question qui était... Comment reconnaître les débuts d'une guérison ? Pouvoir demander de l'aide, ça c'est un des signes par exemple. On ressent davantage quand on commence à guérir. La fatigue, ça y est, on commence à ressentir un petit peu plus, ça peut être un signe de guérison, la fatigue. De l'anxiété, c'est souvent un signe de guérison pour les personnes qui sont en train de sortir du figement. Elles vont rencontrer cette énergie sympathique qu'il y a en dessous. Donc elles vont ressentir de l'anxiété, elles vont ressentir plus. Et voilà pourquoi on a besoin d'avoir les concepts. Parce que si je commence à me sentir épuisée, si j'ai de l'anxiété qui revient alors que peut-être j'en avais plus ou j'en avais jamais eu, je vais me dire mais qu'est-ce qui se passe ?
Et donc là, c'est vraiment super important que j'ai des concepts, que je comprenne ce qui se passe dans mon système à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur le volet éducation. Parce que si j'ai pas cette éducation, si je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, je vais prendre peur. Et si je prends peur, je vais être submergée. Et si je suis submergée, devinez ce qu'on va faire. Hop, je vais repartir dans ma réponse de survie, dans ma protection. Et je vais sûrement laisser tomber, en plus, par-dessus le marché. Donc c'est vraiment, vraiment super important d'avoir les concepts. Donc l'anxiété, ça peut être, si vous êtes en train de faire ce travail-là, si vous n'êtes pas en train de le faire, l'anxiété c'est juste un signe de dérégulation, mais si vous êtes en train de faire ce travail-là, en train de sortir du figement, c'est un signe de guérison. Une meilleure digestion, une meilleure immunité, je recommence à dormir, tout ça, c'est des signes physiologiques mais super importants de guérison, tout ce qui est vraiment viscéral. Hein. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Oui, avoir plus de compassion pour soi aussi. Ah Sylvie, cette fameuse fatigue de guérison m'inquiète. Comment continuer à travailler sur mon business ? Je vais te partager quelque chose qui m'est arrivé C'était en plein milieu de la dernière cohorte de Rise. Donc il y a 4 mois, un truc comme ça. Il y a un gros bout de figement fonctionnel qui a fondu, qui était en train de sortir de mon système, que j'ai traversé. J'ai traversé une grosse couche de figement fonctionnel là, pendant cette dernière édition. Je travaillais 1 heure, je devais aller dormir une demi-heure. J'avais les yeux qui commençaient à me brûler, c'était impossible. Ça a duré 2-3 semaines. Mais j'ai pas paniqué parce que je savais ce qui était en train de se passer. Donc encore une fois, importance d'avoir les concepts. Et c'était super dur. Hein. Moi, je suis une bête de travail. Vraiment, vraiment. J'ai une capacité de travail juste incroyable qui me venait aussi justement de ce figement fonctionnel. Et il y a des parties de nous qui peuvent prendre peur parce qu'ils disent mais... Moi, ce qui m'a traversé par contre pendant ce moment-là, c'est comment je vais faire ? Parce que moi, j'ai toujours fonctionné comme une bête de travail, en figement fonctionnel. C'est une partie de mon identité aussi, de pouvoir abattre autant de travail. Comment je vais faire ? Il y a eu une grosse crise identitaire qui est venue avec ça aussi. Oh my god, maintenant je suis quelqu'un qui en fait travaille 1 heure et doit dormir une demi-heure après. Et voilà, j'ai fait le travail avec les parties de moi, rassurer mon système. Et je me suis laissée aller dormir. Je me suis laissée avoir les yeux qui brûlent. J'ai fait la pratique de soutien des yeux. Je me suis laissée aller dormir. J'ai mis mes jambes contre le mur. Et au bout de 2-3 semaines, et ben voilà, c'était bon. J'avais traversé la couche. Et c'est revenu. Et maintenant, je peux retravailler à nouveau. Et je retravaille depuis une énergie qui est complètement différente. Pas depuis un truc où je me force et où j'avais tout le temps cette sensation d'aller devoir chercher profond l'énergie à l'intérieur de moi. Je sais pas comment expliquer ça. Et ce truc de allez, faut y aller. Je sais que je peux en abattre beaucoup, mais parce que je suis shootée au cortisol, quoi. Là, je travaille parce que j'ai vraiment l'énergie qui est là, qui est disponible. Et quand j'ai plus l'énergie, je vais faire une pause. Et j'en fais pas moins qu'avant, hein. Pas du tout. J'en fais pas moins qu'avant. Voilà, je sais plus trop où j'étais, du coup, j'étais dans le figement fonctionnel. Voilà, le figement fonctionnel qui, on traverse des couches de figement. Anan, tu dis, quel est l'impact des réseaux sociaux et surtout d'Instagram dans cette guérison ? J'ai vraiment l'impression que ce réseau me fige et j'essaye de le fuir. Ok, donc ça doit déclencher plein de choses en toi. Bon, les réseaux sociaux, c'est une super stratégie d'adaptation. Les stratégies d'adaptation, c'est tout ce qui nous permet d'éteindre le feu. C'est ces parties de nous, hein, les pompiers, qui recourent à des stratégies d'adaptation pour pas qu'on ressente la douleur, pour nous anesthésier, pour nous dissocier, pour nous faire penser à autre chose. Les réseaux sociaux, c'est magnifique pour ça. Absolument magnifique. C'est un endroit qui est magnifique, pour se connecter à du bon contenu, à des belles personnes, quand on le fait avec conscience. Mais c'est aussi un super moyen de se dissocier. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme l'argent. C'est là, c'est neutre, c'est quelque chose. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et à la fois, c'est comme l'alimentation, c'est là, c'est neutre. Et à la fois,
Comme dans l'agroalimentaire, comme les réseaux sociaux, il y a des équipes entières qui travaillent pour nous rendre accros aux chips, aux curly, à la malbouffe, et pour nous faire passer le plus de temps possible sur Instagram. Donc le combat, il faut bien être au clair que c'est un peu David contre Goliath quand même. Ok ? Et donc on a besoin de... c'est un peu de la résistance. Ouais. Karine, tu dis pareil, cette sensation de racler le peu d'énergie disponible. Ok. Donc comme Sylvie, ouais. Avoir les mains et les pieds principalement quasi tout le temps contractés. J'avais une question sur les tensions, les tensions dans le corps. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le bracing pattern. Ces schémas de... Le bracing, c'est vraiment c'est cette contraction comme ça, comme si on attend l'impact. Hein. Et ça, c'est vraiment le corps. Voilà, tout ce qui nous est arrivé, tous les moments où on attendait l'impact, peut-être qu'on a passé notre enfance à attendre le ou les impacts. Et donc ça vient se loger dans le corps de façon complètement inconsciente. Et donc, voilà, effectivement, ça, on peut aller travailler avec ça, et ça change aussi quand on fait tout ce travail de régulation. Là, je faisais des interviews suite à la dernière édition de Rise pour savoir un petit peu les personnes, leurs témoignages, qu'est-ce qui avait changé pour elles, qu'est-ce qu'elles avaient aimé, qu'est-ce qui les avait aidées. Il y a plusieurs personnes qui m'ont rapporté qu'elles avaient beaucoup moins de tension dans le corps. Ça peut être des parts de nous qui logent à ces endroits-là, des émotions aussi qui sont cristallisées à ces endroits-là. Peut-être venir en breathwork, faire une séance de breathwork, ça pourrait aider avec ça. Stéphanie, une question sur l'amnésie traumatique. La théorie polyvagale peut-elle guérir lorsque le stress post-trauma arrive sans les souvenirs ? Alors, la théorie polyvagale, comme son nom l'indique, c'est une théorie. Ça veut dire que, pour moi, c'est quelque chose qu'on inclut à son travail, mais c'est pas une thérapie, la théorie polyvagale. Alors, comment expliquer un inconfort dans l'inspiration, Maud, quand on veut respirer plus consciemment, plus profondément ? Moi, j'avais ça. Quand j'ai commencé à respirer en breathwork, j'avais toujours la sensation que, comme si ça passait pas, en fait, que ça bloquait. Et ça, même chose, ça peut être vraiment un bracing pattern à cet endroit-là. Bon, au niveau du diaphragme, il y a énormément de choses qui se cristallisent au niveau du diaphragme, et qu'on peut avoir l'impression comme ça qu'on essaie de passer en force au niveau de l'inspiration, et que c'est inconfortable. La respiration, c'est la seule fonction autonome sur laquelle on peut avoir du contrôle. Donc c'est une fonction qui est vraiment hyper puissante, et on a plein de schémas respiratoires qui nous servent à garder réprimé, garder à l'intérieur ce qui doit rester à l'intérieur. Okay ? C'est pour ça que moi, mes séances de breathwork, elles sont très douces, très lentes, on y va doucement, parce que la respiration, c'est très puissant. Okay ? Donc juste, note que l'inspiration, elle est inconfortable pour le moment, et vois comment tu peux inspirer pour le moment sans passer en force. Continue à respirer consciemment, ça c'est très bien, mais comment je peux le faire sans passer en force ? Et quand ce sera le bon moment, ça va venir. Quand ce sera le bon moment, ce qui est là, à cet endroit-là, quand le système il se sentira assez en sécurité, qu'il y aura assez de capacité, ça pourra être libéré, ça pourra être relâché. Et ça, c'est ce qui est frustrant dans la guérison du système nerveux. C'est pas nous qui décidons de la timeline. Nous, notre seul job, c'est d'augmenter la capacité, de comprendre les concepts, de commencer à envoyer des signaux de sécurité à notre système nerveux en employant nos ressources. Et après, c'est lui qui va décider quel morceau est relâché quand, parce que c'est lui qui sait quand il y a assez de capacité. C'est possible de ne rien ressentir, mais sans être dans un état dorsal, où le corps ressent, mais on n'en a pas conscience. Alors, on peut ne rien ressentir et être en sympathique. Il y a des personnes qui sont go toute la journée en sympathique, en stress chronique tout le temps, et qui ne ressentent absolument rien, jusqu'à ce qu'après 10 ans, elles ressentent des douleurs horribles dans les épaules, mais ça fait 10 ans qu'elles sont comme ça. Donc c'est complètement possible de ne rien ressentir. Et je le disais, le cortex préfrontal, où il va collaborer, où il va nous permettre de dissocier, de réprimer, de se séparer de plein de choses. Donc oui, c'est possible de rien ressentir, et c'est un super mécanisme de protection de rien ressentir. C'est magnifique, c'est magnifique.
Et c'est d'ailleurs pas toujours agréable quand on recommence à sentir. Moi, quand j'ai recommencé à sentir et que je suis allée pour la première fois vraiment dans mon corps avec l'intention de ressentir des choses, j'ai compris pourquoi j'étais pas souvent dans mon corps. C'était que des contractions, un peu des inconforts, de la douleur, des démangeaisons d'eczéma, enfin il n'y avait rien qui était très agréable à cet endroit-là. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'y passe pas beaucoup de temps là dans le corps. Voilà. Mais après, on apprend aussi à aller vers nos ressources, à penduler vers des parties du corps qui sont plus neutres, plus agréables. Ça, c'est tout le travail qu'on fait avec le travail somatique. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais reprogrammer un live, parce que clairement, je ne suis pas arrivée du tout au bout des questions. Je remettrai une boîte à questions d'ici la semaine prochaine et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine en live. Je sais pas encore trop quand ça sera. Ma maman vient me rendre visite ici en Slovénie, donc je vais le caler quelque part. On va se retrouver bientôt. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après, mais en tout cas ce sera rapidement là dans les 10 jours, 2 semaines max à venir. Merci infiniment. Merci tout le monde, passez une belle soirée.